Mes gars sont bons au golf parce que je les inscris à l'académie quand il y avait 6 ans. Donc, des fois, ils vont me dire « Maman, t'es tout croche, là, tu vois bien, là, ça marche pas. Là. C'est sûr que ta balle va... Regarde. » Puis là, je me prends plaisir à dire « Toi, si t'es bon, c'est parce que moi, je t'ai envoyé à l'académie à 6 ans. Écœure-moi pas. » Dis merci. Bonjour tout le monde. Chantal Maccabé, bien d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation. Bien, merci à vous, François, de m'avoir invité. Je suis très, très heureuse d'être ici avec vous. Bien, je suis content. Là. Je vais d'abord faire rapidement votre bio. Vous avez étudié en littérature, ensuite en sciences politiques à l'Université de Montréal. Bon, après, vous avez été chroniqueuse, vous avez couvert les Jeux olympiques. Bon, on vous a connu, en tout cas moi, beaucoup avec la fameuse émission L'Antichambre, après les matchs là, où on jasait de ce qui s'était passé. Puis là, bien, vous êtes rendu vice-président communication au Canadien de Montréal. Mais avant de vous parler de hockey, juste une question. Sciences politiques, qu'est-ce qui vous attirait en politique? Bon, d'abord, mes parents étaient très politisés. Mes parents, là, c'était ça le sport chez moi. Mon père détestait le sport, ma mère aussi, mais la politique, ils aimaient ça beaucoup. Les années 70, René Lévesque, mes parents étaient des péquistes séparatistes, vraiment. Alors, ils m'emmenaient écouter des discours de René Lévesque. Alors, pour nous, là, c'était très important, la politique. Et quand j'ai dit à mon père, j'avais 12 ans, que je voulais être journaliste sportif, il était bien découragé, puis il me disait... Pourquoi tu ne te trouves pas une vraie job? Si tu veux être journaliste, j'ai pas de trouble, mais va sur la colline parlementaire, va à Québec, couvre la politique. Alors, puis il disait, t'aimes ça, puis tu serais bonne là-dedans. Tu sais, ça, au moins, ben, tu vas aider les gens, tu vas faire le lien entre le gouvernement puis les nouvelles, puis tu vas... Papa, c'est le sport que je veux. Puis il était bien découragé. Fait que quand je suis arrivée pour postuler à l'université, donc j'ai fait... en communication à l'UQAM et en Sciences Po à l'Université de Montréal. J'ai été refusée en communication, même si je faisais déjà de la télé. À mon grand désarroi... Bien là, c'est la preuve qu'il faut toujours persister, là, refuser en communication. Regardez votre succès maintenant. Wow. Alors, je suis allée en sciences politiques où j'ai étudié avec Denis Coderre. Ah oui? Oui, je faisais mes travaux avec Denis. Et on n'était pas du tout de la même allégeance. C'était très drôle, mais on s'entendait super bien. On était deux maniaques de sport. Et après 2 ans, j'ai eu une offre d'emploi à Ottawa, mais pas sur la colline, pour couvrir les sports à Radio-Canada à Ottawa. Alors là, j'ai quitté, j'avais 21 ans. Peut-être une dernière question avant qu'on parle de hockey sur la politique. C'est vrai ce que vous dites qu'au Québec, c'est comme un sport, la politique. Hein? On voit ça comme étant, il y a des adversaires qui se donnent des petites claques de temps en temps, mais qu'est-ce qui vous a un petit peu quand même attiré en politique, à part le fait que vos parents aimaient ça? Bien, moi, j'aimais beaucoup, et c'était l'époque là, où on voulait beaucoup franciser la ville de Montréal, le Québec, garder le français. Et pour moi, ça, c'était très important. Ça l'est encore important aujourd'hui, le fait français au Québec. Je veux pas que... Je sais que ça a toujours été d'actualité, ça revient encore beaucoup. Et je pense qu'on a une identité culturelle qui est importante, qu'il faut garder. Et pour ça, moi, je voulais, si j'avais été en politique, j'ai toujours voulu être journaliste sportif, mais si j'avais été en politique, c'est dans cette direction-là que je serais allée. C'était avec ce mandat-là. Je trouvais que René Lévesque était extraordinaire à ce niveau-là. Il a éveillé la fibre nationale des Québécois et moi, j'aimais ça. C'est sûr que mes parents m'ont élevé là-dedans et pour moi, ça, c'est un aspect qui est très important. Vous savez, quand on est en politique, puis vous parlez de fierté, puis pour moi, c'est bien important que les Québécois soient encore plus fiers d'être Québécois. Notre rêve, c'est que les citoyens aient autant le goût de porter le drapeau que celui du Canadien quand ils sont en série. On l'a vu il y a une couple d'années. C'est vrai que c'est incroyable de voir les citoyens, comment ils aiment le Canadien, puis comment il y a une identité, comment on s'attache à ce club-là. C'est quand même incroyable. C'est dans nos tripes, le Canadien de Montréal. Je le vois, puis je le voyais quand j'étais journaliste, puis je le vois, je dirais même encore plus, parce que je reçois énormément de commentaires, des courriels, des tweets des gens, à quel point c'est leur équipe. Et c'est pour ça que c'est important de respecter les fans et de les aimer autant qu'ils nous aiment. Parce que
on veut s'identifier à ces joueurs-là. Et les joueurs, jusqu'à présent, en tout cas, les jeunes qui viennent d'arriver, là, aiment ça. Puis vous l'avez bien fait, là, ce rapprochement-là entre le Canadien et les fans. Peut-être avant de parler du Canadien, parlons un peu, on est en série de la Coupe Stanley. Là. Au moment où on enregistre, il reste 4 équipes. Vous pensez que c'est qui va gagner la Coupe Stanley? Moi, depuis le tout début, il y a quelqu'un qui m'a... Un collègue média, en fait, un journaliste qui m'a demandé, c'est qui... Parce que, bon, j'ai vu les 90 matchs du Canadien, bien sûr, je suis toujours avec l'équipe. Quelle équipe t'a le plus impressionné? Puis j'ai dit, moi, c'est les Hurricanes de Caroline. La façon qu'ils jouent, c'est une équipe bâtie pour les séries. C'est un groupe uni. Il y a pas... ils ont des bons joueurs, mais il y a personne qui sort du lot du côté individualiste. Ils ont des gros blessés, là, Schnefkikov et puis Pacioretty. Oui, exact. Okay. Mais malgré ça, ils m'ont toujours impressionné. À chaque fois qu'on les a affrontés, le système de jeu de Rod Brindamour est extrêmement efficace. Puis je regardais ça et je disais, cette équipe-là va se rendre très, très loin en série. Puis là, mais l'avenir m'a donné raison, mais en tout cas, jusqu'à présent, il reste la Floride, là, avec Matthew Tkachuk. La Floride aussi, qui m'impressionne. Ils sont surprenants. Vraiment, vraiment. Mais je pense que le parcours va s'arrêter face aux Hurricanes. Comment vous expliquez que les bonnes équipes, là, Boston qui avait gagné toute l'année, les Rangers qui sont allés chercher des joueurs étoiles, Toronto, Colorado, Edmonton avec Connor McDavid, comment c'est que toutes ces équipes-là sont éliminées? Comment vous expliquez ça? Oui, c'est difficile à expliquer, mais ça arrive souvent en séries éliminatoires. Puis moi, je retiens une citation de Ken Hitchcock, l'ancien entraîneur-chef, qui disait, quand arrivent les séries éliminatoires, il y a des joueurs qui vont chercher l'espace sur la glace et il y a des joueurs qui vont se battre pour l'espace sur la glace. Okay. Et quand je dis se battre, c'est pas un coup de poing, là, c'est de rivaliser. Et ce sont les joueurs de la deuxième catégorie qui vont gagner les Coupes Stanley. Okay. Et ça, quand arrivent les séries, c'est vraiment l'unité de corps. C'est vraiment... Le Canadien de Montréal, la saison de la pandémie en 2021, personne ne s'attendait à ce que le Canadien se dirige vers la finale de la Coupe Stanley, mais il y avait un esprit de corps chez cette équipe-là qui était particulier. Et c'est ce que ça prend. Donc, c'est un sacrifice. Tu joues pour ton coéquipier et vice-versa. C'est le sacrifice, c'est d'être unis dans cette cause-là. Est-ce que ça part du coach, là? Puis on pourrait parler un petit peu de Martin Saint-Louis. Oui, bien, je pense que beaucoup. Je pense que oui. Je prends l'exemple encore des Hurricanes de la Caroline. Rod Brindamour, c'était un joueur des séries. C'est un gars qui a gagné la Coupe Stanley. C'est un gars qui s'est sacrifié. C'est un gars qu'on appelle dans le jargon du hockey un grinder, donc qui va travailler, qui va tout faire pour parvenir à ses fins, à son succès. Je pense que c'est ça. Puis je dis pas je dis pas que les Oilers n'avaient pas ça, je dis pas que les Maple Leafs n'avaient pas ça, mais ils l'avaient moins probablement. Okay. Énormément de talent, mais c'est pas nécessairement les équipes les plus talentueuses qui gagnent la Coupe Stanley. On peut-tu parler aussi qu'il y a une plus grande parité dans la Ligue nationale? Énormément. Tellement. Je sais, Gary Bettman est très critiqué, là, puis il fête son 30e anniversaire de règne, là, mais avec tout ce qu'il a fait depuis 30 ans, donc il a rendu les propriétaires plus riches, mais il a finalement acquis cette parité-là dans la Ligue nationale. Le Kraken de Seattle en est un autre bel exemple. Eux aussi jouent un jeu inspiré. Donc, oui, il y a une parité. Je sais qu'on critique beaucoup le fait que le Canadien, c'est la dernière formation à avoir remporté la Coupe Stanley, donc en 1993. Ça fait 30 ans. Mais oui, la parité est là, puis les joueurs sont bons. Toronto. Quand même. Je me moque un peu de Doug Ford des fois en disant là, ça remonte à 67, je pense. Ça remonte à très loin. Ouais. Parlons un peu des joueurs du Canadien. Oui. Là, Vous avez la chance de les côtoyer. Là. Parlez-nous un peu de vos préférés ou ceux qui sont... Vous savez, dans le temps, on avait Guy Lapointe qui était drôle là, puis qui faisait des tours à tout le monde. Parlez-nous un peu de vos préférés. Bien, moi, je suis comme une maman. Je les aime tous. C'est ça, oui. Fait que c'est difficile de dire... Mais c'est sûr que, bon... Puis le premier nom mais les jeunes qui sont là sont pas mal extraordinaires. Mais les vétérans aussi. Puis je m'explique. J'aime beaucoup... j'aime David Savard pour sa sagesse, pour le leadership, l'expérience, puis le leadership. Lui, là, on ne lui donne pas assez de crédit dans cette équipe-là. À quel point c'est un leader
tranquille, mais en même temps, il fait ce qu'il faut dans le vestiaire. Ça a paru quand il a été blessé cette année. Oui, exactement. Ouais. Mais j'adore les jeunes. C'est sûr qu'on parle toujours de Cole Caulfield. Mais Cole Caulfield... Le spectacle. Mais oui, mais il est comme ça. Il est toujours de bonne humeur. Toujours souriant. C'est incroyable. Même là, dans le vestiaire, tu arrives le matin, les joueurs arrivent vers 7h30, 8h le matin. C'est le premier avec le gros sourire, puis il salue tout le monde, puis il rit toujours, il danse toujours, il chante toujours. Il met vraiment... C'est un rayon de soleil dans cette équipe-là. Tonick Suzuki, qui est très mature pour son âge, qui rit des niaiseries de Cole. Okay. Arbor Xhekaj, qui est vous l'aimez, lui, un travaillant. C'est un travaillant, c'est un gros nounours qui est tellement fin. Juraj Slafkovský, qui a cette innocence-là, qui est très, très intelligent, qui va se servir des fois de un peu goofy, là, un peu maladroit, mais qui se sert un peu de ça, qui est un jeune homme de 18 ans sur lequel il y a énormément de pression. Puis je déjeunais avec juste à la fin de la saison, puis avec Arbor, puis avec lui. Puis à un moment donné, on se met à discuter, puis Juraj était comme nerveux. Puis je dis, qu'est-ce que t'as? Il dit, parce que là, il faut que je donne une mini-conférence à des enfants dans une école secondaire. Fait que il était stressé de ça. Il était stressé. Fait que là, Arbor dit, ben voyons non, combien de temps? Il dit, ben 5-10 minutes. Fait qu'Arbor, il dit... Juraj, c'est 5-10 minutes, t'as pas à t'en faire. Puis Juraj, il dit, attends une minute, Arbor, il dit, faut que je le donne en anglais, c'est pas ma langue maternelle. Okay. Alors là, je dis, Juraj, moi, je te comprends. Moi, si j'ai à donner une conférence en anglais, j'ai beau être bilingue, je suis pas super à l'aise, autant qu'en français. Alors moi, je te comprends. Fait que là, Arbor me regarde, je dis, non. J'ai dit, toi, si t'avais une conférence à donner en tchèque, là, tu dirais quoi? Il dit, ouais. Ben, je dis, c'est ça. Je dis, Juraj, combien de langues tu parles? Fait il parle anglais, il parle le slovaque, bien sûr. Il parle pas mal bien le finnois, en fait, finlandais, parce qu'il a joué en Finlande. Et il suit des cours de français aussi. Alors, j'ai dit, tu as 18 ans, tu te débrouilles très, très bien dans 3 langues, presque, tu sais, puis une 4e que tu es encore en train d'apprendre. Bien, j'ai dit, moi, je te lève mon chapeau. Fait que j'ai dit, tu n'as pas à t'inquiéter. Parlez-nous donc un peu de ça, le français. Là. Vous disiez tantôt, ça sera toujours un défi au Québec, le français, on est vulnérable, puis bon, il faut peut-être en faire plus que moins. Je sais que même Martin Saint-Louis, des fois, il cherche ses mots en français parce qu'il était longtemps à l'extérieur du Québec, puis vous l'aidez. Oui. Mais je sais qu'il y en a qui suivent des cours de français. Oui. Comment ça va, ces cours de français? Ça va bien. C'est sur une base volontaire. Oui. Et là, est-ce que je vais en faire des joueurs bilingues? Je le sais pas. C'est pas le but de ces cours-là. Le but, c'est de les aider à vivre à Montréal. On sait qu'on peut très bien vivre à Montréal en étant unilingue anglais. Là. Faut pas le dire, ça. Je sais, mais c'est une réalité. Mais je veux que les joueurs ont cette curiosité-là de pouvoir parler avec les fans, échanger avec eux. Et je veux qu'ils puissent aller dans un restaurant à Québec, par exemple, où il y a des restaurants extraordinaires et pouvoir commander en français. Je veux qu'ils puissent aller à l'épicerie et commander en français. Dire merci, bonjour, comment ça va? De pouvoir échanger comme ça. Ça se fait sur une base volontaire. Il y a un professeur qui vient à chaque semaine. Et ça va bien. Les joueurs sont curieux. Et comme on a eu plus de Québécois francophones au sein de l'équipe cette année. À un moment donné, il y était 7. Ça parle beaucoup en français dans le vestiaire. Et là, les autres... Matheson parle très bien français. Il est couramment... oui, puis il est extraordinaire, Mike Matheson aussi. Puis il aime le Québec. Il aime Montréal. Il est merveilleux. Il donne plein d'entrevues. Il est vraiment... C'est un homme extraordinaire. Et comme ça parle beaucoup en français, mais les autres sont curieux. Ils veulent apprendre. Alors, les Québécois francophones montrent des mots aux autres, donc aux Russes, anglophones, Slovaques, Tchèques, peu importe. Et il y a donc une curiosité pour apprendre le français chez le Canadien de Montréal et je trouve ça vraiment le fun. Comme je dis, est-ce que ça va en faire des joueurs bilingues? On verra. Mais le but, c'est de les aider. Et jusqu'à présent, puis je ne leur mets pas de pression. C'est très important. Il faut qu'ils s'amusent là-dedans. Et jusqu'à présent, je pense qu'ils ont beaucoup de plaisir avec ça. Là, peut-être vous allez dire, vous ne pouvez pas répondre à ça, mais est-ce qu'on va chercher Pierre-Luc Dubois? Je ne peux pas répondre à ça. Je veux dire, comme Martin Saint-Louis, c'est une question pour Cat Hughes. OK. Parlons un petit peu du hockey. C'était des mois, une année un peu difficile sur le hockey, la culture, là, c'est arrivé les initiations, les bagarres. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il faut faire? Là? Parce que c'est notre sport national, on aime ce sport-là, puis on n'aime pas ça, entendre ça, ces choses-là. Comment vous voyez ça? Oui, je pense qu'on a, au cours des années, je pense que
On a peut-être un peu négligé notre sport national. Ouais. On l'a pris pour acquis, je pense, le hockey, et on ne s'est pas remis en question. Donc, il y a des choses qui allaient de soi, et c'était comme ça. C'était ça, la culture du hockey. Puis, ben, c'est comme ça que ça se passe. Alors, on n'a pas prêter attention aux signaux d'alarme qu'on avait une fois de temps en temps là-dessus, sur notre hockey, mais le fonctionnement et tout ça. Et là, je suis contente de voir qu'on le fait. Je sais qu'avec Hockey Québec, entre autres, Jocelyn Thibault, Marc Denis, mon ancien collègue, travaille fort à changer la culture, mais changer beaucoup de choses, parce que c'est pas juste la culture qu'il faut changer. Puis la culture du hockey, ça me titille un peu quand on dit ça, parce que c'est aussi la même culture qu'on trouve dans pas mal tous les sports professionnels. Oui, bien, vous l'avez vu. Exact, oui. Donc, mais il est temps qu'on s'arrête puis qu'on commence à se poser des questions et à dire, bon, mais peut-être que ça prend une réforme. Il y a d'autres pays qui l'ont fait. Il y a le fait aussi qu'il y a de moins en moins de Québécois dans la Ligue nationale de hockey. Il y en avait 66 cette année sur presque 800 joueurs. C'est pas beaucoup, 66 joueurs. Bon, et il y a des pays qui se sont remis en question et ça a fonctionné d'une façon phénoménale, je pense à la Suède et à la Finlande, qui ont refait vraiment leur système de hockey mineur et ça a pris des proportions extraordinaires. La Suède, entre autres, a vu une augmentation de représentation dans la Ligue nationale de hockey de 86 %. Et la Finlande, un peu moins, mais quand même, ça a été deux petits pays qui se comparent un peu au Québec, où ils ont eu un succès phénoménal en faisant ce qu'on fait en ce moment avec Hockey Québec, Jocelyn Thibault, donc le travail qui s'applique à faire. Donc, ça prend du temps, mais avec beaucoup de volonté, on peut remédier à la situation et avoir un hockey plus fort au Québec et au pays, au Canada aussi. On a demandé un rapport à Marc Denis, puis quelques-uns, puis Isabelle Charret est en train de regarder, est-ce qu'on doit faire plus de hockey à l'école, à l'université, au cégep, comment on fait aussi pour rendre ce sport-là plus accessible, les heures de glace, l'équipement, ça peut être coûteux pour certaines familles aussi. Oui, absolument. Il faut ramener aussi, j'aime beaucoup la façon que la Suède a fait son renouveau au hockey. Ils impliquent beaucoup le plaisir de jouer pour les jeunes. Et ça, j'aime ça. Donc, les jeunes novices qui jouent sur la largeur de la glace au lieu de la longueur de la glace, on se concentre à enseigner le patin et les habiletés. Tu sais, moi, j'ai deux fils qui ont joué au hockey toute leur vie et quand il arrivait mag et tout ça, c'était comme, bon, ben t'apprends à patiner avec un compte, puis, tu sais patiner, parfait, donc on va jouer des matchs. Donc, il y avait moins de temps pour apprendre les habiletés, le maniement de rondelles, justement, le coup de patin, c'est savoir patiner, c'est pas juste se tenir sur deux patins. Il y a une technique, donc... Mais vous disiez quelque chose qui est important, le plaisir. Puis c'était beaucoup dans le rapport de Marc Denis, de dire, peut-être que trop rapidement, on va vers la compétition, mettre trop de pression peut-être sur certains jeunes, parce que c'est comme si on disait, ben, il y a la participation, puis il y a la compétition, mais sauf que la compétition, il faut d'abord que les gens aient du plaisir à jouer. Tellement. Tu sais, le jeune de 8, 9, 10 ans qui arrive, puis qui est dans une équipe qui est plus ou moins performante, puis il arrive au mois de décembre, la saison se termine au mois de mars, puis ils sont déjà derniers au classement parce qu'il y a des classements, parce que il n'y a plus le goût de jouer au hockey. Le plaisir, là, il se rend à l'aréna, puis il perd encore. Puis justement, sur le programme de la Suède, eux, ils n'ont pas de classement, ils n'ont pas de colonne des pointeurs. Donc, on joue un match, on gagne ou on perd, on efface ça, on a du plaisir et on rejoue d'autres matchs. Après ça, on fait des tournois. Toutes les équipes participent aux tournois. Ils font ça jusqu'à l'âge de 12 ans à peu près. Ensuite, bon, ben là, les meilleurs sont placés dans avec des meilleurs entraîneurs. Ça prend des meilleurs entraîneurs aussi. Il y a ça aussi. C'est important. Ça, c'est très important. important. Avant les ligues, là, il faut qu'avoir dans les petites ligues des bons entraîneurs aussi. Oui, parce que c'est souvent un papa d'un petit garçon qui va... Moi, je vais être coach parce que c'est bénévole, bien entendu. Donc, le papa, puis il a toute la volonté, toute la bonne foi du monde. Donc, va donner des cours à son fils et aux autres, mais il n'y a peut-être pas les notions non plus, en tout respect. Des fois, bon, il y a des parents qui vont privilégier certains. Là, ça fait des grosses chicanes quand on tombe dans les doubles lettres, les triples lettres. Là, vous avez vu ça. Parlez-nous un petit peu, là. Vous devez aimer ça. Je pense que vous pratiquez des sports personnellement. J'adore le sport. Je suis une maniaque, donc j'aime tous les sports. Mais comme je travaille beaucoup, le seul sport que j'ai le temps de pratiquer, en fait, le jogging. J'aime beaucoup courir. Ça, c'est un exutoire. Ça fait beaucoup de bien. Donc, vous ne trouvez pas ça plate, faire du jogging? Oh non. J'écoute des podcasts, justement. Et je cours. Ça, j'adore ça. J'emmène mes espadrilles partout parce qu'à travers la Ligue nationale de hockey, donc j'emmène mes espadrilles, c'est facile, je peux aller courir. Et je joue au golf.
Jouer au golf. J'adore le golf. J'ai déjà fait du ski alpin, mais là, j'ai plus le temps parce que pendant les saisons de hockey, j'ai plus le temps. J'ai joué à la balle molle pendand 25 ans dans une équipe de femmes. J'ai un de mes gardes du corps qui m'a dit qu'il a déjà joué contre vous. Ah, ça se peut. Oui, ça se peut très bien. Vous étiez bonne en plus. Bon. Non, mais vous avez du talent dans le sport. J'adore ça. J'ai joué au hockey dans une ligue de filles. Là, c'était les samedis. Et là, quand j'ai commencé à travailler sur les matchs des Canadiens de Montréal avec Jacques Demers, donc animer les matchs, donc là, j'étais obligée d'arrêter. Donc, le travail a fallu que j'arrête. Donc, pour me tenir en forme, j'ai gardé le jogging parce que c'est plus facile et le golf l'été parce que l'été, c'est long le golf, par exemple. 4 heures, 4h30. Je joue de bonne heure le matin. Là. Puis là, c'est le seul sport que je peux jouer avec mes 2 fils. Parce que chacun joue sa partie. Mais oui, mes fils, c'est des sportifs, donc je peux pas jouer au hockey avec eux, je peux pas jouer au tennis avec eux, je peux pas... Mais le golf, c'est vrai que c'est le bonheur. Moi aussi, ça m'arrive avec mes 2 gars d'aller jouer au golf. Quel bonheur de jouer au golf avec ces gars. Oui. Puis là, on jase de toutes sortes d'affaires de la vie, puis tout ça, puis on se taquine, puis on rit. Puis mes gars sont bons au golf parce que je les inscris à l'académie quand ils avaient 6 ans. Donc, des fois, ils vont me dire « Maman, t'es tout croche, là, tu vois bien, là, ça marche pas. C'est sûr que ta balle va... Regarde. » Puis là, je me prends plaisir à dire « Toi, si t'es bon, c'est parce que moi, je t'ai envoyé à l'académie à 6 ans. Écœure-moi pas. » Dis merci. Exact. C'est tout, ouais. C'est grâce à moi. Parlez-nous donc un petit peu des femmes dans le sport. Oui. Comment que... Bon, c'est moins difficile que ça l'était probablement au début, mais il y a encore du travail à faire. On parlait tantôt de la culture dans le hockey, tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça évolue bien? Je pense que ça évolue bien. Mais il y a encore du travail à faire. Elles sont encore peu nombreuses, mais celles qui sont en place sont vraiment excellentes. Andréane Barbeau, Élisabeth Rancourt, Justine Saint-Martin, Daphné Malbeuf, Frédéric Gay. Je peux en nommer plusieurs. Il y en a de plus en plus. Et ça, tant mieux. Les portes sont ouvertes. Les fans sont ouverts. Mais il y a toujours quand même... Tu sais, la misogynie va toujours exister, François. Il en reste malheureusement, il en reste toujours, c'est ça. Donc, il suffit que ces femmes-là persistent dans le milieu, qu'il y ait cette passion-là, et je pense qu'elles l'ont absolument. Elles ont tout le talent, elles ont tout pour réussir. Alors, ça va aider, ça va influencer d'autres jeunes femmes aussi. Est-ce qu'on est capable d'avoir une ligue de hockey féminine? Là, je sais qu'il y a eu un essai. Là, il y a un autre groupe avec Marie-Philippe Poulin là, qui essaie de lancer une autre ligue. Ça serait agréable d'avoir du hockey à la télévision, du hockey féminin. Ça serait extraordinaire. Puis les femmes offrent un spectacle merveilleux. D'ailleurs, lors des Jeux olympiques, les matchs des femmes sont autant écoutés que les matchs des hommes. Donc, le hockey féminin est aussi populaire que le hockey masculin. Et on les connaît, nos Marie-Philippe, puis les femmes qui sont les meilleures joueuses au monde. Là aussi, c'est un travail encore. Faut aller chercher des commanditaires, il faut aller chercher un contrat de télévision, il faut aller chercher les fans. Je pense que les fans, à force d'en parler... Peut-être que le gouvernement peut aider un petit peu aussi. Je le disais pas aller là, mais... Non, mais je le disais à Marie-Philippe Poulin, on lui a remis un prix dernièrement, puis je lui disais, peut-être qu'on peut se parler là avec Isabelle Charret pour voir, parce que c'est sûr que ça prend des modèles aussi. Ça prend des modèles, ça prend une base, ça prend une fondation, puis les modèles, ça prend des icônes auxquelles les fans, les jeunes filles vont s'identifier. Et c'est de cette façon-là qu'on va attirer les gens vers le hockey féminin. Donc, les mettre de l'avant, les Marie-Philippe Poulin, les Caroline Ouellette et compagnie. C'est important. Ils sont parmi les meilleurs au monde. Mais absolument. C'est rien de moins que ça. Donc, mais oui, il n'y a absolument rien d'impossible. Là, on me fait des grands signes. Il me semble qu'on vient juste de commencer. Déjà? On me dit, il faut que je passe à la dernière question que je pose à tout le monde. Quel est le dernier livre que vous avez lu? Je lis, pendant la saison de hockey, pas beaucoup. L'été, beaucoup. J'adore. J'ai étudié en littérature universelle, donc j'adore lire. Puis je lis beaucoup de biographies sportives, bien entendu. Le sport sort rarement de moi. Le dernier livre que j'ai lu, par contre, parce que des fois, il faut que je sorte du sport. Des fois, on veut s'évader, comme vous, des fois, la politique. Aussi, vous pouvez, ça. Des romans. Exact. Donc, j'aime beaucoup les romans policiers. Oui, ça, je suis maniaque des romans policiers. Et Cathy Reich, j'ai sa collection au complet à la maison. Je sais qu'elle vient d'en sortir un autre. Je vais aller le chercher pour cet été. Sinon, fait que le dernier livre de Cathy Reich, mais ça monte
à l'an passé, mais il y a aussi le golfeur et le millionnaire de Mark Fisher, qui est un auteur québécois, que j'ai beaucoup aimé. Un livre qui a fait, un livre qui fait réfléchir, qui est une petite fable. C'est quoi le lien entre le golf et le millionnaire? Mais justement, c'est la façon qu'on voit les choses, d'avoir... Parce que le golf, on sait que c'est beaucoup mental, c'est physique, il faut avoir des aptitudes, il faut pratiquer énormément, mais ça se joue beaucoup entre les deux oreilles. Et c'est là-dedans aussi, quand on veut être chef d'entreprise, ça se joue aussi beaucoup entre les deux oreilles. Donc, comment avoir confiance en soi, comment bâtir son entreprise, comment, justement, bâtir cette confiance. Quoi faire pour devenir meilleur, pour mettre le succès de son côté. Fait que c'est une petite fable qui est très intéressante. Ça existe, là. Vous le voyez probablement avec le Canadien. Avant, on s'occupait juste de la santé physique. Maintenant, on l'a vu avec Jonathan Drouin, avec certains joueurs qui ont eu des petits problèmes de santé mentale, de dire qu'il faut s'occuper aussi de son équilibre entre ses deux oreilles. C'est extrêmement important parce que c'est ce qui fait qu'un athlète va avoir du succès ou pas. Il faut qu'il soit bien dans sa tête également. Il faut que ça soit clair. Il faut que la motivation doit être là. On leur demande beaucoup à ces athlètes-là. Ce sont de jeunes hommes dans la vingtaine qui font des bons salaires, oui. Mais moi, je le vois de près, là, à quel point c'est dur sur leur corps, mais c'est dur sur leur mental également. Donc, faut pas négliger ça parce qu'on leur en demande énormément. Pas facile à 20-25 ans d'avoir un gros stress comme ça. Là. C'est pas évident. De devoir performer. Ils se font critiquer par tout le monde. Tu sais, avec les médias sociaux, vous savez, François, à quel point c'est difficile. Vous en êtes la preuve. Moi aussi, j'ai goûté beaucoup. Donc, mais les jeunes à 20 ans, 22 ans, de se faire critiquer, c'est dur pour les parents. Puis ils se font critiquer sur, ce qui est toujours dommage, les athlètes professionnels, et particulièrement les joueurs de hockey, ils se font critiquer sur leur contrat. Donc, par rapport à leur contrat, tu ne donnes pas assez parce que tu fais tant, sur leurs statistiques, sur leur numéro de trio, donc toujours par des chiffres. Alors qu'on oublie souvent la personne qui est derrière ça et tout ce qu'elle doit subir et tous les sacrifices qu'elle doit faire pour se rendre là, pour connaître du succès. Donc, moi, c'est pour ça que des fois, je veux les sortir de leur zone de confort puis les amener vers des talk shows, les amener dans des magazines où on va connaître ces jeunes hommes-là avant tout, avant de connaître leurs statistiques. Donc, oui, c'est la santé mentale. Le Canadien est chanceux de vous avoir. Je pense que vous êtes capable, justement, de faire le lien entre les Québécois puis cette équipe importante pour les Québécois. Donc, Chantal Maccabé, merci infiniment pour ce beau moment. Merci. Oui, c'était un beau moment. Merci beaucoup. Je suis très honorée d'être ici. Merci.